Richard Turgeon, on est enfin à Silverton. On a parlé de cette ville-là, on a parlé de cette course-là des dizaines de fois, devant micro et derrière micro. Là, on est à même pas 24 heures du départ. Comment tu te sens? Ah, écoute, je capote. Ouais. Est-ce que tu veux un rêve de coureur en ce moment? Ben, ça fait des années qu'évidemment, que je venais ici. Puis, en fait, j'étais venu en pèlerinage, comme je t'ai déjà dit, mais tu sais, genre une demi-journée juste pour voir la roche puis voir la ville. Mais l'ambiance de la course, tu peux en témoigner, c'est quand même très, très unique. C'est comme c'est gros, mais en même temps, c'est petit, tu sais, c'est très familial, je dirais. C'est très authentique aussi, le village. C'est un village un peu touristique l'été, mais ça reste très authentique. Mais pas tant. Fake, là, pantoute. Non, c'est la vraie affaire. Là. Non, ça fait quoi, 48 heures que toi, ça fait longtemps que t'es là, mais ça fait 48 heures, moi, je suis arrivé, on se promène, on a pris quelques bières, on s'est vu, on a mangé autour, puis chaque fois que tu tournes, tu reconnais des coureurs. En tant que fan du sport, je sais que toi aussi t'es un fan de sport. T'as pris des photos avec Courtney, avec Zach. Hier, on avait le trivia côté Dakota Jones. On faisait un trivia night hier organisé par Dale Garland, le directeur de course. Puis à la table à côté, on faisait des jokes avec Dakota Jones. Puis Martin qui était là aussi. C'est ça, on est dedans. C'est vraiment malade. Là, je veux dire, ça fait 2 semaines et demie qu'il était au Colorado. T'étais là pour t'acclimater. On en avait parlé en masse dans les épisodes. Là, on avait la théorie. En pratique, comment ça se passe, l'acclimatation? Ben, ça a été tough au début, là. Toutes les fois que je suis en altitude, habituellement, ça se passait bien. Puis là, la première semaine que je suis arrivé à Leadville, j'ai fait les 4 premiers jours, j'ai fait 3 sommets de 14 000 pieds. Puis je pense que c'était trop. Tu sais, je me trouvais comme pas en forme, mais bon, tu le sais, là. Mais t'as beau le savoir, ça donne, au niveau de la confiance en soi, c'était pas facile. Puis, mais là, tu sais, après, ça fait 2 semaines et demie, là, que je suis en altitude. Puis là, ça va vraiment mieux. Tu sais, c'est pas comme courir au niveau de la mer, mais quand même, je sens que je vais survivre. Okay. Ouais, là, j'ai eu un petit peu d'anxiété, là, me dire, tabarnouche, c'est gros. Pourtant, j'en ai fait des courses de 100 000 avant, là, ça reste que, j'en ai fait des parcours semblables, mais l'altitude, hein, ça joue dans la tête. Mais là, comme je me sens acclimaté et tout ça, là, le niveau de confiance a remonté, puis là, j'ai comme vraiment hâte. Là, je pourrais partir là. Écoute, c'est presque ça, parce que là, on est jeudi midi, ça part vendredi matin. On est avec tes 2 pacers depuis 2 jours, Michael et Francis. Est-ce que là, vous avez eu un briefing tantôt, là, vous avez un autre briefing de course à midi qui est obligatoire. Est-ce que votre plan de match a un peu changé? Est-ce que c'est toujours le même plan de match que vous nous aviez parlé au podcast? Ouais, ça va être le même plan de match finalement. On a hésité à morceler la portion. La deuxième portion, c'est là que j'ai le droit à un pacer. Puis Francis faisait la première moitié, Michael la deuxième. Puis là, maintenant, on a pensé le diviser en 3-4 morceaux. Mais c'est parce qu'ici, le parcours est tellement sauvage, il y a tellement pas de chemin d'accès. Ça prend littéralement un Jeep 4x4 puis quelqu'un qui sait le conduire pour naviguer. C'est pas facile, là. C'est très sauvage. Là. Tu l'as vécu parce que hier, j'ai interviewé Chris Twiggs, c'est grâce à toi qu'on a pu interviewer Chris Twiggs, puis il organise des tours dans les semaines avant, des hikes, puis je pense que vous êtes monté à Handy Speak, qui est le point le plus haut, puis ça a l'air que c'était une ride de Jeep assez intense. C'est ça, je suis monté avec Chris dans sa petite Jeep verte, là, puis la Handy Speak, c'était 1h15 de route pas facile. Là. Tu croises un autre, tu sais, c'est des routes à une voie, là, fait que faut que tu te tasses, là, des fois tu te tasses, c'est un précipice, là. Ouais, non, je pense que pour que quelqu'un qui crew ici, faut qu'il sache conduire, faut qu'il ait le véhicule qui s'apprend, puis il faut qu'il sache conduire ce véhicule-là. C'est pas évident. Mais il y a 2-3 points qu'il y a des routes, là, mais c'est quand tu prends la route, ça veut dire que c'est 5 heures de route plutôt qu'un chemin de gravier pendant 1 heure, mais pour faire ce chemin de gravier-là, ça implique des risques, puis ça prend le véhicule qu'il faut. Là. Oui, c'est ça, puis on parlait avec beaucoup de monde qui prépare la course. On a croisé Fanny, Mylène, des Québécoises qui vivent dans l'Ouest, qui crew, qui pace. Ça a l'air d'être un peu le degré de difficulté supplémentaire comparé à plein d'autres 100 000, plein d'autres courses de trail. Ici, la logistique du crew est hyper complexe parce que c'est une longue portion où le crew peut le faire, le pacing peut se faire, mais même le crew, il y a des accès où tu as le droit de l'avoir, d'autres que tu n'as pas le droit, mais même les endroits où tu as le droit, c'est hyper complexe à rendre. Puis même qu'une fois que tu es sur le parcours, l'autre chose, c'est qu'il y a pas de réseau cellulaire. Fait que de savoir où est ton coureur ou de parler à d'autres membres de l'équipe, il y a pas beaucoup d'options. Fait que tu sais, ça rend la chose complexe. Mais d'un côté, je suis habitué de faire des courses sans crew, sans pacer, tout ça. Fait que, juste le fait que Michael puis Francis soient là, c'est déjà un gros plus. Fait que même si c'est pas 100% du temps qu'ils vont être là puis dans toutes les bonnes places,
juste qu'ils soient là une couple de places. Puis franchement, on a eu super du fun depuis qu'ils sont ici. On s'est fait vraiment des belles hikes, puis on a bien rigolé. Là. Ah ouais. Parlons-en parce que ça fait 2 semaines et demie, tu le disais, t'es descendu depuis Gatineau ici. Moi, au début, je pensais que c'était dans une van avec un de tes potes. J'ai su que c'était une Prius transformée pour pouvoir camper dedans. Raconte-moi ce périple-là parce que ceux qui suivent Pas sortis du bois assidûment ont vu la IPA, la session IPA se promener de ville en ville. Ceux qui n'avaient pas compris, c'était Richard, l'homme derrière la caméra. Mais parle-nous, au-delà de la bière qui se promène, de ce road trip-là à partir de Gatineau. Ouais, ben en fait, moi puis un de mes fils, on a une van qu'on a transformée là, pendant la pandémie, mais la van est vieille. Elle s'appelle Django. Fait que Django, j'étais pas sûr qu'elle ferait le voyage, puis ça me tentait pas d'avoir à dealer avec une van qui me casse dans les mains au milieu du Nebraska. Fait que là, ma blonde puis moi, on a regardé des vidéos sur YouTube, puis il y a du monde qui transforme des Prius en camper. Fait que là, on a créé le Prius Palace. C'est le nouveau nom. Puis littéralement, on a enlevé les bandes en arrière, on a construit une plateforme. Puis tu peux dormir. Quelqu'un qui mesure 6 pieds, 6 pieds 1, puis nous autres, on est en bas de 5 et 10, là, tu peux dormir dedans. Fait que je suis monté de Montréal avec un ami d'enfance à moi, jusqu'à Silverton. Puis là, avant hier, il a repris l'avion pour retourner au Québec. Puis ma blonde qui était supposée me rejoindre, il y a eu, en tout cas, des problèmes d'avion, tout ça, elle est pas ici, malheureusement, là, mais c'est ça, fait que l'auto, on a fait le voyage en 3 jours. Puis on a des amis à Davenport, en Iowa, où on a dormi une nuit à l'intérieur. Okay. Mais sinon, on a dormi comme 12 nuits dans Prius Palace, c'était excellent. À vivre vraiment, parce que tu te promènes dans Silverton, puis tu sens que cette culture-là du trail, tu sais, les images mythiques de 2008, de 2010, avec Anton Krupicka qui vit dans son pick-up, ça a l'air un peu romancé, ça a l'air un peu d'un personnage quand t'es de l'extérieur, tu vois ça, mais ici, on vit vraiment cette culture-là. Je veux dire, partout, c'est des vannes transformées, puis loin d'être ce que vous imaginez d'une van life à 100 000 $ la patente, c'est des affaires, c'est des school bus qui sont transformés. Tu vois que le monde, c'est vraiment une culture ici. Les gens se parquent au trailhead, dorment au trailhead. Puis avant hier, on est allé faire la dernière section du parcours de reconnaissance. Puis à Cunningham, il y avait le boss à Zach Miller. Il y a un minibus blanc là, parqué dans le milieu d'un champ. Puis c'est sa maison. T'sais. Exact. C'est vraiment ça la culture hard rock. Tu l'as dit, t'étais déjà passé à Silverton hors course. Là, de vivre Silverton dans la vibe de la course, est-ce que ça te permet de pas penser au peut-être stress de la course puis juste de vivre cette ambiance-là de communauté très très forte? Est-ce que t'es focus là-dessus ou tu le vis un peu de stress pour la course, un peu on profite de Silverton? Comment ça se passe les derniers jours avec le stress, l'anxiété et tout ce qui se passe ici, les activités? Ouais, ben écoute, moi je viens pas ici avec un objectif de performance dans le sens, tu sais, je suis pas sur le podium ou rien, fait que je viens vraiment pour vivre l'expérience. Ouais. Fait que je pense que dans la semaine qui précède, même avant, il y a plein de trucs organisés là. À tous les jours, il y a des sorties de reconnaissance de parcours. Là. C'est là que j'ai rencontré Chris. Il y avait un trivia night hier. Tu étais là. On a fini officiellement 4e, je pense. On a quand même une bonne performance. Puis tu sais, les questions étaient biaisées pro-américaines. Nous, on était sûr que ça allait être un trivia night sur la hard rock. Puis là, vous m'écœuriez, vous disiez bon, le geek, tu vas nous sortir les chiffres. On avait une couple d'autres geeks aussi, tout en une batch aussi. Fait qu'on se disait on va être pas pire finalement. Pas du tout, c'était des questions générales, mais quand même, on s'en est bien tiré 4e. On dira pas sur combien, mais on a terminé 4e, médaille de chocolat, c'est pas super. C'est pas super, tu sais, comme une des questions, je sais pas si tu te rappelles, c'est lequel dernier président des États-Unis était chauve. Ouais, puis là, en tant qu'il y a 2 chauves, on devrait savoir ça, mais on le savait pas du tout. Enfin, on s'en est bien tiré. On s'en est bien tiré, mais c'était vraiment le fun, puis moi, j'en reviens pas encore quand on était assis à côté de Dakota Jones, puis qu'on y collait des niaiseries, puis là, il nous écœurait parce qu'on était Canadiens. C'est ça la hard rock, tu sais, je veux dire, tu le sais là, j'étais un fan, j'étais un geek de ce sport-là, puis ces gens-là, je les suis, puis je le disais dans l'épisode d'hier que ces gens-là m'impressionnent beaucoup plus que si je rencontrais Justin Trudeau ou Taylor Swift. Mais là, c'est ça qui est le fun ici, c'est que tout le monde vit la même vibe, puis on sent pas du tout que les élites ont leurs événements privés de leur bar, puis que la plèbe a ses événements pour la plèbe. Tout le monde se mélange, tout le monde vit la montagne de la même façon, puis tout le monde trippe à l'approche de ce départ-là. Ouais, je te dirais que j'ai fait la Western States en 2018, puis c'était un peu le même genre de vibe. C'est un peu plus gros, Western States, mais t'as quand même une concentration des élites de notre sport, les vedettes, puis tu sais, t'es là, puis il y a pas tant de monde que ça, fait que tu prends une bière à côté de quelqu'un qui fait le podium avec toi, tu jases avec Zach Miller. Tu sais, parce que là, t'as rencontré Zach et Courtney. La rumeur veut que c'est Courtney qui a voulu prendre une photo avec toi. C'est ce que Francis Picard nous disait. Ben écoute, c'est une rumeur. On n'est pas obligé de la démentir, on peut juste laisser planer que Courtney, quand elle a vu Richard, a fait « je veux une photo ». Je peux pas
contredire mon pacer. C'est contre les règles. Je pense que c'est ça, c'est contre les règles. C'est ça. Là, t'as reconnu une portion du parcours, t'es allé à Handy Speak. Est-ce qu'il y a en fait, je te pose une question double. C'est quoi le moment de la course que t'as le plus hâte de vivre, la portion? Puis c'est quoi celle que tu redoutes le plus? Ben, ce que je redoute, c'est pas une portion du parcours, c'est la météo. Ça reste un territoire qui peut facilement avoir des orages, la grêle. Puis quand on est allé à Handy Speak, on l'a fait de jour. Parce que là, je vais le faire de nuit pendant la course. Fait que c'était le fun de le faire de jour puis voir de quoi ça va. C'est vraiment un endroit magnifique. Mais même s'il faisait soleil puis on était en plein jour, il ventait beaucoup puis il faisait quand même peut-être, le feeling genre 0 plus 5, là. Fait que passer là de nuit, à noirceur, puis s'il vente autant, puis il pleut, il y a eu des cas d'hypothermie, il y a eu la météo peut être. Fait que c'est plus la météo que j'ai rajouté du stock là dans mon bagage, j'ai mon petit duvet, j'ai un manteau qui est 100% perméable. Le prépare au pire. Ouais, je pense qu'il faut se préparer. J'écoutais l'entrevue avec Caroline Chavreau, qui elle l'a vécu rough, là. Ça m'a fait repenser que faut que je mette plus de couches que pas assez là. Ouais, c'est ça. Ben, ça reste que c'est les hautes montagnes. Tu l'as vécu avec le tort du glacier, tort des glaciers, le tort des géants. Je pense que c'est des environnements où la météo peut être magnifique, puis à un moment donné, en 15 minutes, tout change, puis là, tu te retrouves pris au dépourvu. Puis je sais pas si on en a parlé au podcast, mais j'avais entendu des entrevues où justement où François Den parlait de sa Hard Rock en 2021, puis il disait que Dylan Bowman le rattrapait toujours parce que lui il prenait le temps de se changer. François Den se changeait au début de la montée, à la fin de la montée, avant de descendre. Puis Dylan Bowman, qui était à sa poursuite, le rattrapait toujours. Mais au final, François finit 45 minutes devant Dylan. Il y a plein d'autres choses probablement qui ont contribué à cet écart-là, mais ça demeure que lui gérait sa course intelligemment. Il faisait sa course en pensant à changer ses vêtements. Puis des fois, on se dit, regarde, c'est juste un petit col, il va faire fret pendant 5 minutes, je vais le toffer, puis je vais traverser, puis je vais être bien en descente. Mais je pense que dans un environnement comme ici, le 2 minutes que tu perds à mettre ton manteau peut vraiment changer ta course. Ouais, absolument. Surtout que quand t'es fatigué, t'es un petit peu hypoglycémique, tu peux tomber en hypothermie assez vite. Puis ça peut être pas le fun. Là. Fait que au moins cette portion-là, on va être 2. Je vais avoir Francis qui va être avec moi la première nuit, puis Michael, j'espère qu'on va pas faire la deuxième nuit. Là. On devrait, si tout va bien, on va finir avant que le soleil se couche. Là, mais non, mais fait que ça, pour répondre à ta question, c'est plus ça. Mais le parcours, écoute, j'ai vu 3 portions du parcours, c'était extraordinaire les 3. Puis quand on a fait la dernière section à Cunningham, j'étais avec un gars qui l'a fait là, genre 10 fois. C'est ça qui est le fun aussi, tu sais, sortir, tu rencontres plein de gens excellents. Puis là, on regardait au loin des montagnes où ce qu'on va passer, puis il disait ça c'est vraiment le plus beau bout du parcours. Je dis comme vraiment c'est plus beau qu'ici, tu sais, y a-tu un bout pas bon, tu sais? Puis il me dit il réfléchit, il dit en partant d'Ouray, c'est moyen pendant 5 minutes. C'est vraiment, c'est un parcours top, là. C'est spectaculaire à tout point de vue, partout. C'est très sauvage. On a vu, comme ce matin-là, on a vu des coyotes. Ah ouais. On a vu plein de wapitis. Des marmottes en masse, là, tu sais. Il y a beaucoup de nature. C'est ça la beauté de la course aussi, c'est l'aspect très sauvage. Sébastien Chagnot dit dans l'intro de l'épisode, fait partie de la chaîne alimentaire, faut faire attention, mais pas faire partie de la chaîne alimentaire. Exact, mais il faut quand même en avoir conscience. On parlait de gear, c'est l'heure du segment gear présenté par On. La question est très simple, Richard. Je veux pas te vieillir, mais ça fait longtemps que tu fais ça, ce sport-là. T'as vu, je pense, le gear changer avec le temps. T'as vu certaines évolutions. Selon toi, c'est quoi la technologie qui est arrivée dans le trail, dans le plein air, dans les dernières années qui a changé ta vie? Les GPX, pour s'orienter, là, comme on arrive d'une réunion là, du parcours, puis il y a 10 ans, quand les montres GPS n'existaient pas trop, les parcours GPX, c'est là, s'orienter, là, le parcours, à l'heure là, qui est pas super bien balisé, là, on s'entend, c'est le mot d'ordre, mais quand tu ta montre avec le parcours dessus, tu peux pas vraiment... J'ai fait le tort des glaciers qui était 90% non balisé, puis ça m'a comme donné confiance qu'avec la montre puis le téléphone, c'est pas trop un souci. Là. Fait que je pense que ça a eu un impact. Mais il y a eu des impacts négatifs à ça aussi parce que les GPX, ça fait que les gens s'aventurent dans plein d'endroits où ils devraient peut-être pas. Là, mais pour dans le cadre d'une course, c'est sûr que je pense qu'un coup de GPX sur ta montre, ton téléphone, à moins de manquer de batterie, là, c'est dur de se tromper. Absolument. Okay. Là, est-ce que tu as une demande spéciale pour Uri? Parce que moi, je vais être là, tu vas être à 45 miles à ce moment-là. As-tu une demande spéciale? Ben, il y a un gars, un animateur de podcast que j'aime bien, qui m'a déjà il m'a dit qu'il m'offrait une crème glacée. On confirme, on continue avec la crème glacée. Là-dessus, c'est ça. À 24 heures du moment où tu vas passer à Uri,
j'aurai une crème glacée pour toi, Richard. C'est une promesse. OK. J'ai bien hâte de la manger. Dernière chose, Richard, avec plusieurs invités, j'ai le segment bière d'après-course présenté par Noctem. T'as été celui qui a amené ces bières-là ici. Dans la batch de bières que tu transportais, je t'avais dit, il y en a 2 pour toi, mais je t'ai menti, il y en a 3 pour toi. Je tenais quand même à notre entrevue ensemble à t'en donner une. Puis là, je suis allé avec quelque chose que je sais qui va te plaire. Je suis allé avec une double IPA qui s'appelle Montrer les crocs. Je me dis, on est dans la chaîne alimentaire ici. On espère que tu n'auras pas de crocs qui vont s'offrir à toi pendant la course, mais je pense que tu vas mériter au minimum une bonne grosse double IPA de Noctem après la course. J'espère la savourer avec toi, avec mon buckle entre les mains. Je suis certain de ça. Richard, je te souhaite de t'amuser. On va te suivre. On va certainement se reparler, enregistrer des petits moments où tu sauras pas que je t'enregistre, mais pendant que je te donne ta crème glacée, il y a peut-être un micro d'ouvert. Tu feras attention à ce que tu dis. Ça se peut que tes pacers, essaient d'enregistrer quelque chose. Je sais pas. Je blague, mais bonne course, amuse-toi. Vis ton rêve de hard rock avec pleinement pendant ces 160 et quelques kilomètres. Ah, t'es bien gentil, Yannick. Puis j'espère que toi aussi t'en profites. Mais en fait, je le sais que t'en profites. Ça paraît dans ta face. Là, comme, je pense que n'importe qui s'intéresse au trail, il faut qu'il fasse un pèlerinage ici. C'est comme un musulman aller à la Mecque ou un catho aller à Rome. Là. Ouais, je pense qu'avoir un dossard, c'est complexe. C'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui veut se taper des qualifiers, mais en tant que fan de trail, de venir vivre cette ambiance-là, c'est quelque chose qui peut être sur une bucket list de beaucoup de monde. En tout cas, moi, je le recommande chaudement. Ah ouais, absolument, absolument. Good. Merci, Rich. Merci beaucoup, Yannick. À bientôt.